D'ailleurs, une autre manière de faire la télé. Ce jour, nous sommes jeudi 14 novembre 2024. Et parce que nous sommes jeudi, nous allons marquer un arrêt. Il s'agit de jeudi diaspora. Tous les jeudis, nous choisissons un thème qui a trait à nos Camerounais qui sont allés de l'autre côté de la mer. Tous les jeudis, nous parlons de la diaspora camerounaise. Tous les jeudis, nous faisons une fleur à cette diaspora. Ce matin, le volet qui nous intéresse concerne justement la politique avec une interrogation. La diaspora camerounaise peut-elle influencer l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun? Comme vous le savez, dans très exactement 11 mois, les Camerounais seront appelés au niveau des urnes pour élire leur président de la République. À ce niveau, ces Camerounais qui vivent du côté de l'extérieur ont-ils leur mot à dire? Peut-il influencer cette échéance électorale, cette échéance d'une importance capitale sur le plan de l'avenir du vert rouge jaune? Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli avec votre accord et certainement votre apport la très étincelante Claudia. Mais avant tout cela également, on aura déjà eu la dénonciation de ce matin. Cette dénonciation qui restera, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table des débats. Tout cela ne sera possible que si vous êtes connecté au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. On ne le dira jamais assez, nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Merci d'être en direct sur votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Djama Fils, bonjour. Bonjour parfait Haïti, bonjour à M. Niemek, bonjour aussi à l'autre Haïti qui est à côté de moi. Monsieur Lui, c'est un messie. Messie autant pour moi, Monsieur le maire, que j'aime bien parce qu'il a souvent des analyses très croustillantes. Et je n'oublie pas Niemek qui ne cesse de nous égayer chaque jour parce que c'est quand même une icône de la cité désormais. Ce matin, j'ai un coup de gueule. D'abord, je vais commencer par le livre d'Exode, Exode 20, autant pour moi, verset 17, qui dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. Bref, tu ne dois pas convoiter ce que autrui possède. » Il faudrait que les Camerounais et les Africains qui nous écoutent aujourd'hui apprennent à se débarrasser de ce vilain sentiment qui est celui de la convoitise. Parce qu'il mène à bien des choses, parce que Dieu a donné à chacun de ses enfants un talent, un don, une étoile. Et lorsque tu te mets à regarder ce que l'autre possède, tu oublies que toi-même tu as un talent et une étoile. Il faudrait que les uns et les autres se réfèrent à Dieu pour que Dieu leur révèle leurs dons, pour que les uns et les autres soient heureux sur terre. Maintenant, le coup de gueule, c'est concernant les Camerounais qui passent leur temps à dénigrer leur pays, à maudire leur sol. Et je vais simplement leur dire que le paradis n'est pas ailleurs. Dieu qui est plein de bonté a choisi chacun de nous pour naître sur un sol. Et si tu es né au Cameroun, sache que c'est un paradis. Il faut le bénir. Tu ne peux pas penser maudire à longueur de journée ton sol et espérer que ce sol-là te produise des bons fruits tels dignes d'un jardin ou d'un verger. Tout au contraire, lorsque tu maudis ton sol, il faut t'attendre à ce que ce sol-là te produise des ronces. Donc, lorsque vous voyez des jeunes Camerounais qui économisent 5 millions, 10 millions pour prendre la route de la Méditerranée et d'autres qui prennent des avions pour aller ailleurs, il y a quand même un problème. Et au niveau de l'État, j'attire l'attention de nos dirigeants d'être des patriotes. Le discours de M. Donald Trump l'autre jour m'a beaucoup inspiré. Il ne lisait pas du tout, il a invité son peuple au patriotisme. Il a invité les dirigeants du monde au patriotisme. Il a invité les habitants du monde au patriotisme. Il a dit qu'il faut aimer son pays. On ne peut pas appartenir à un pays et lorsqu'on vous élève comme un intendant d'une parcelle d'héritage de Dieu sur terre pour pouvoir le gérer, vous portez le butin et vous allez l'installer ailleurs. Vous voyez des députés, des ministres qui s'en vantent, par exemple au Cameroun, j'ai un appartement à Paris, je viens de passer des vacances à Paris, et je me pose toujours bien la question de savoir, mais est-ce qu'il fait si bon repos à Paris? Est-ce qu'il fait si bon repos à Venise, en Italie? Alors que nous avons des endroits comme à Bambalan ici, chacun peut bien se développer un endroit où il peut passer des vacances et c'est bien reposant. Et je pense que avec la fonction chlorophyllienne de notre végétation, ce n'est pas à Paris qu'on peut respirer de l'air pur.
Il faut que nous aimions notre pays. Il faut que nous battions pour notre pays. Ce n'est pas en allant ailleurs et en fuyant que nous allons pouvoir aimer notre pays. Et lorsqu'on finit par former des cadres de la CIL jusqu'en licence, maîtrise, doctorat, et qu'on les voit prendre l'exode des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, et que, par exemple, dans le domaine de la médecine, on donne de la retraite aux gens à 50 ans, et immédiatement, vous voyez des pays comme le Canada, l'Angleterre, le prendre, ça cause quand même problème pour l'expertise. Vous posez là un problème réel, un problème fondamental désormais au Cameroun. Vous avez posé deux problèmes. Ma foi, les Camerounais détestent-ils leur pays? Et maintenant vous finissez par cet exode massif de l'autre côté, surtout du côté du Canada. Je pense qu'on aura un thème pour savoir si les Camerounais détestent leur pays. Parce que quelqu'un te dira, vous avez pris l'exemple tout à l'heure des médecins et que sais-je encore. Vous connaissez le nombre de médecins qui sont au chômage au Cameroun, ou alors ceux qui se battent dans des cliniques de sous-quartier avec un salaire de 25 000 francs à la fin du mois. Vous en connaissez? J'ai interpellé l'État. D'accord. Donc c'est un grand débat. Par moment, on a la nette impression que si ces médecins, ces ingénieurs, ces enseignants partent au Canada, c'est pas des gaietés de cœur, c'est l'instinct de survie. Diamant, vous n'allez pas accepter qu'on vienne vous trancher la gorge alors que vous avez encore un peu de courage et un peu de force pour vous défendre. Que Dieu bénisse au Cameroun. Diamant Fils est journaliste et directeur de publication de Afrique Performance. Il est par ailleurs homme de Dieu, il est pasteur. À côté de Fils Diamant, nous accueillons Émile Messi qui est du RDPC. Il soutient les idéaux du président de la République, son Excellence Paul Biya. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au panel, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Espace Miné. Il faut avouer aujourd'hui, Perfecto, que Espace Miné est devenu une véritable messe matinale. Ah bon? Au pays, lorsqu'il est 10 heures, tout le monde prend d'abord part à la messe, 10 heures, 12 heures. Et pour dire que chaque émission d'Espace Miné est une bouteille que nous jetons à la mer pour des générations futures, pour la postérité. Et je voudrais résumer également, parce que je suis très content d'être ce matin à côté du notable Diamant que je n'ai pas vu depuis, et dire avec lui, rappelant le philosophe camerounais Joseph Ngouy, qui nous rappelait que nous devons nous méfier de l'instant présent. Et qu'à cela, nous devons travailler pour des œuvres qui durent. C'est-à-dire plus exactement que nous avons le devoir aujourd'hui de marquer des générations futures. De ne pas seulement de se fier à ce que nous vivons à cet instant précis. Parce que vous le savez bien, les œuvres de l'instant sont éphémères. Les plaisirs sont éphémères. Et nous devons donc travailler pour des œuvres qui durent, et ce n'est que par là que nous passerons et notre nom restera. Merci Émile Messi d'être parmi nous ce matin. En face d'Émile Messi, nous allons accueillir une jeune dame. Il s'agit de Juliana Konja. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour également à tous les téléspectateurs d'Info TV. Un plaisir toujours de me retrouver sur ce plateau d'Espace Miné. C'est d'ailleurs, on va dire, c'est plus une première fois. Hein. La dernière fois, c'était d'ailleurs une chance. Voilà, donc je suis content d'être là, Parfait. Et bonjour également à tout le panel. Je souligne que vous êtes journaliste, hein? Oui. Vous êtes correspondante oui. de Panorama Papers qui est établi du côté des États-Unis. Oui, c'est un site d'information en ligne qui emploie plus de 50 journalistes dans le monde. On relaie l'information, on s'assure de prendre l'information à la bonne source parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour le journaliste d'avoir accès à la bonne information. Et donc, nous, on se rassure de recueillir cette bonne information et d'informer l'opinion publique. Et donc Panorama Papers, c'est également un site d'information qui a plusieurs plateformes sur le digital à travers YouTube, Facebook et bien d'autres encore, je vais te dire ici.
Merci d'être là ce matin. Je ne trahis pas en secret. Je vais dire que vous avez pris le bus de 3 heures du matin du côté de Douala pour être ici à 10 heures. Merci pour cela. À côté de vous, avant d'accueillir le consultant, nous sommes jeudi diaspora. Nous soulignons également que nous aurons à partir du téléphone ce matin une jeune Camerounaise. Il s'agit de Renée Blanche Bayemi. Elle est entrepreneur. Elle vit du côté de l'Italie. Nous l'aurons au téléphone ce matin. Renée Blanche Bayemi. Il est également parmi nous, comme d'habitude d'ailleurs. C'est notre consultant. Le consultant, selon certains planétaires, Pierre Blériot-Nyamek, Reiselodi, fils de Boumniebel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériot-Nyamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je souhaite un joyeux anniversaire à un ami, camarade de classe. Depuis Mbalmayo, à ces époques-là, il y a à peu près 35 ans. Que nous étions camarades à Mbalmayo. Il est chargé des affaires financières à Kamwata. Il est dans l'ingénierie financière de Kamwata. C'est un des nôtres qu'on présente comme les fleurons de la génération. C'est un boulot de Sangmelima. De Meyomesi. Le village c'est Meyos Yunveng. Vous dites qu'il est de Sangmelima. Oui, voilà. Est-ce que cela peut expliquer ceci? Non, cela n'explique pas ceci. Je vous ai dit que c'est un fleuron de notre génération. D'ailleurs, pour votre gouverne, nous fûmes le premier ex-aequo au CEPE à l'époque, lui et moi. Donc c'est un garçon particulièrement intelligent. Très bien. Il s'appelle Djou Laté, Maxime Claude Valéry. Très bien. Djou Laté, Maxime Claude Valéry. Et joyeux anniversaire à toi, mon cher frère. Joyeux anniversaire donc à Claude Valéry de la Camwater. Pierre Blériot, vous gardez le microphone cette fois-ci pour nous délivrer la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin, vous me permettrez, la flèche de la colère n'épargne pas les nôtres. On peut reprendre. La flèche de la colère n'épargne pas les nôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui agit dans la colère peut porter préjudice à ses propres intérêts. Faut éviter de réagir dans la colère. Cela m'a été inspiré par une image que j'ai vue, une vidéo. Oui. Un serpent qui a été frôlé par une lame de scie. Le serpent s'est donc mis en colère. Et il s'est enroulé sur la lame de scie. Il a commencé à serrer comme il en a l'habitude. Pensant détruire la lame de scie. Plus il serrait, plus il se fendait. D'accord? Des fois... En fait, pour dire que la colère détruit. Oui, surtout quand vous voulez réagir pour faire du mal. Vous pouvez totalement être obscurci dans votre jugement, pensant, je l'ai vu aussi, un monsieur qui a estimé que parfait, on avait bousculé son véhicule. Il a décidé de casser le véhicule d'en face. Il a foncé. Mal lui en a pris. En coglant ce véhicule, le véhicule qu'il a cogné n'a rien eu. Mais davantage, il a détruit tout son véhicule et fait couler le moteur. Oh là là. Donc la flèche de la colère n'épargne pas les nôtres. La flèche de la colère n'épargne pas les nôtres. Il faut faire très attention. De toutes les façons, 10h, 11h52, dites-le aux autres. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour.
Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce jeudi Diaspora. C'est un plaisir de vous retrouver. Mais vous avez une sorte de bijou là au niveau du front. Ah oui, je suis en mode indienne ce matin. Waouh. Oui, oui. Vous nous rappelez les films hindous. Tout à fait, le film Shri. J'ai bien film regardé ce hindou. film, je l'ai tellement adoré. Donc du coup, un petit pendentif ce matin, ça ne fait de mal à personne. Parfois, je me demandais bien si ces femmes existaient. Hein. Elles sont tellement belles, n'est-ce pas? Tellement jolies. Elles étaient vraiment belles. Mais j'ai l'impression que les films ont disparu. Non, pas du tout, Ah pas bon du tout. Il y a toujours cette chaîne-là, Zimagie, qui continue à montrer les films hindous, pas du tout. Les Il y en films a. hindous. Oui, tout à fait. Des femmes très jolies. Hein. Très, 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 très belle, vraiment très, Très belle. belle. Mais j'espère que madame à la maison, elle va pas avoir mal à la tête. Hein. Elle ne peut pas en avoir puisqu'elle me met très jolie. D'accord. Coucou à madame le double sac. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux ce matin? Parfait ici, voici les actualités qui ont marqué justement ces dernières 24 heures au Cameroun, les événements dans tous les cas. À la une ce jeudi, 40e session du COMEC à Tanguindi présente la transformation du numérique du Cameroun par Paul Biya. D'après le cri hebdomadaire La Météo en kiosque, le ministre de l'administration territoriale représente le chef de l'État à Istanbul depuis le 4 novembre aux assises du comité permanent de l'Organisation de coopération islamique pour l'économie et le commerce. Le billet hebdomadaire Le Point analyse les actions du membre du gouvernement selon Thierry Patrick Ondoa. Le ministre de l'administration territoriale n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ces décisions jugées parfois controversées font de lui un ex-secret du gouvernement en place. Le Point sur le MINAD, liberté d'expression, sécurité et ordre public. L'autre pôle à découvrir en page 7. Fève exceptionnelle à la saveur incontestable, cacao camerounais est au sommet de son ascension. Cette incroyable success story est reconnue par le Parlement. La grande tribune du quotidien Info Matin revient sur les félicitations du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Guédibril, à l'endroit du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana, pour son coup de maître dans la mutation de la filière du cacao. Avec Capital Info ce matin, on célèbre l'âge d'or du cacao camerounais avec le Parlement. La fête est tout en sucre en page 3. Après la fête, l'Assemblée nationale devrait se concentrer sur autre chose. La nouvelle expression en kiosque rappelle l'enquête sur l'affaire Glencore. Les débats sur cette affaire sont attendus. À ce sujet, Jean-Michel Ninche demande aux députés de se saisir de ce scandale et créer une commission d'enquête. En effet, tout doit se passer comme il y a 20 ans dans l'affaire Monchipou qui avait fait bouger la représentation nationale. Du moins, la nouvelle expression rappelle aux députés l'origine de la mafia internationale. Mais en attendant que les voix s'élèvent sur le cas, quelqu'un d'autre s'exprime sur un autre sujet. L'on parle notamment de politique, quelques jours seulement après la célébration du 42e anniversaire de la session à la magistrature suprême du chef de l'État Paul Biya. Magloire Ondoa, qui fait la une du quotidien Mutation, fait des révélations ce matin. Paul Biya n'était pas le premier choix d'Aïdjo, apprend-on. Justement, parlant du renouveau, le tabloïd Le Messager a pris la réaction à chaud du deuxième vice-président du SDF, lui, Marie Kagde, graisse la liste des 10 engagements non tenus de Paul Biya depuis sa prise de pouvoir le 6 novembre 82, 42 ans de promesses fallacieuses, dit-il. En autre tour à l'Assemblée nationale, si ce n'est le dernier de ce matin avec le quotidien Le Jour, l'on découvre ce que pense le Parlement pour le secteur minier. Au Cameroun, la transformation industrielle et minière est en bonne marche. Kavaye Guédibril a salué la remarquable dynamique contestée dans le secteur. Autre information à retenir ce matin, agriculture de seconde génération. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune nous informe que la mécanisation est en marche. Ces outils constitués entre autres de 239 tracteurs agricoles sont les fruits de la coopération entre le Cameroun et le gouvernement indien. Ils seront mis à la disposition des promoteurs agro-pastoraux. L'agriculture se modernise d'un côté et de l'autre, les universités deviennent des entreprises. Le témoin en kiosque se lève la révolution du système universitaire dans sa parution du jour.
Entre-temps, assainir le marché Mokolo de Yaoundé est un véritable casse-tête chinois pour la mairie de la ville. L'économie quotidienne renseigne qu'un énième ultimatum de la mairie de la ville donne jusqu'au 20 novembre aux vendeurs ambulants pour libérer la route et les trottoirs. Mais quelques jours avant l'échéance, rien n'a bougé. Le Levant est en kiosque ce matin. Le journal présente l'un des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, Jean-Blaise Ngouette, le président du MPCC, parle des populations de la région de l'Est qui ont été oubliées à dessein. Je clôture cette revue de la presse, 4e jour de la semaine, avec le journal Le Cahier de l'émergence. Les pages de ce cahier nous proposent 3 actualités. La grande tribune s'intéresse à la police camerounaise. Le cap de l'émergence à lire de la page 59. Entre autres actualités, Franck Carla Manson s'intéresse sur la succession du Cameroun. S'achemine-t-on vers une infiltration de la France-Afrique? Point d'interrogation. L'on parle aussi de politique étrangère, élection de Donald Trump. L'Europe s'inquiète. Pourquoi? La réponse à découvrir dans ce journal paru en kiosque ce jeudi. Merci, Claudia. Il faut dire que Donald Trump a rencontré Joe Biden. C'était hier. Il a rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche. Exactement. Donc, Donald Trump est reparti à la Maison-Blanche. Il a discuté en toute convivialité avec Joe Biden. J'ai aimé ça. Oui, c'est vrai. Ça m'a encore démontré que il est possible que la politique ne soit pas la guerre, que la politique ne soit pas la barbarie et même de la sauvagerie. Tout à fait. Il y a eu pas mal de phrases en ce qui concerne Donald Trump et même sa campagne présidentielle. Mais aujourd'hui, on a vu une très belle image. On voit le futur président des États-Unis qui parle avec le président actuel. Il est question ici d'assurer une transition fluide pour ce second mandat, parlant justement de Donald Trump pour la présidentielle aux États-Unis. C'est vrai que cela n'est pas seulement l'apanage des Américains ou bien des Français. On le voit également de plus en plus en Afrique. On a vu par exemple Mr. Pon George Weah lorsqu'il a été battu aux élections, discuter avec celui qui a gagné en toute convivialité. Et Weah est sorti calmement du palais présidentiel et évoqua ses occupations. On a vu dernièrement comment on l'appelle, au Sénégal. Au Sénégal. Le nouveau président. Pas Ousmane Sonko, son président. Faye. Oui. On a vu Faye discuter également avec Macky Sall, même si Macky Sall a failli gâcher sa sortie, mais à la fin, il s'est rattrapé d'une manière ou d'une autre. Et Macky Sall est sorti calmement du palais. Il n'a pas été hué. Et Macky Sall continue à vaquer ses occupations du côté de Dakar. C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible. Est-ce que c'est possible partout? Pour moi, non. On voit très bien ce n'est pas possible où la politique se passe dans d'autres pays, même en Afrique, mais ça risque de ne pas être possible pour le Cameroun. Vraiment. Et pourquoi? Je sais pas. Il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu à ce sujet, mais c'est vraiment quelque chose de presque impossible. Claudia? Oui. Je préfère te dire au revoir. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais bon. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, surtout reste prudente. Merci à la très petite Claudia. On profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire ce matin à l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Nous avons eu l'honneur de l'avoir sur ce plateau il y a un peu plus d'un mois. Il s'agit de Sergio Polo, le chanteur de charme qui souffle donc sur une bougie de plus ce matin. Donc joyeux anniversaire à Sergio Polo, le romantique au niveau de la chanson camerounaise. Aujourd'hui c'est son jour. Joyeux anniversaire à Sergio Polo. Blériot, on souhaite joyeux anniversaire ce matin à Sergio. Oui, Sergio Polo est un frère et un ami à nous. Il a un an de plus ce jour, ce 14 novembre, et il est heureux de fêter son anniversaire auprès de sa petite famille à Paris. Chantal Polo, son épouse, Stédistan Polo, son fils, Hermine Larissa Polo, sa fille, et Maman Ekolo, sa maman. Donc c'est un homme comblé. Nous ne pouvons que lui souhaiter d'autres albums plus envoûtants que les premiers, et une longue vie. Vous savez, quand vous l'approchez, c'est quelqu'un de très affable. Il est d'un abord facile et il est d'une vie courtoise.
Il est d'une vie courtoise. Donc, joyeux anniversaire au chanteur de charme Sergio Opolo. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, parfait ici, la dénonciation de ce matin exige que nous voyions 2 vidéos. C'est des vidéos de l'église presbytérienne camerounaise, l'EPC. Nous allons voir les 2 vidéos et faire la dénonciation. La première, c'est une grande réunion entre les pasteurs. Les 2 vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Vous allez voir à quoi ressemble notre église. Donc la réalisation, mettez-nous les 2 vidéos d'abord. C'est mon téléphone, je prends une vidéo. Mon ami, c'est mon ami qui fait ça. Moi, je filme le temps, je ne filme personne, je filme le temps, c'est mon téléphone. C'est lui qui a abattu. Il n'y a donc pas de raison que d'autres viennent profiter du travail que lui, il a abattu. On a fini avec la première vidéo. Oui, la deuxième vidéo, là, voilà, un pasteur, après une réunion, les pasteurs se saluent, mais vous verrez, faites attention aux vidéos, il y en a qui refusent de saluer d'autres. Quand tu viens le saluer, tu dis non, arrête, on ne salue pas. Faites circuler la vidéo et rapprochez pour qu'on voit, parce qu'il faut que les gens voient. Voilà. On bénit ce pasteur, il refuse. Voilà, il embrasse ceux qui sont ses amis, et ses amis savent qui sont ses amis, il l'embrasse. Vous verrez maintenant. Il embrasse, celui-là, c'est son ami. Il n'est pas... Voilà, vous avez vu? Il lui dit non, mais il va totalement, voilà. Voilà, il embrasse ses amis. Voilà, là c'est encore son ami. Il faut aller à la fin de la vidéo, là. Parce qu'il y a un dernier pasteur qui va être totalement éconduit. Voilà, voilà. Dieu cela, non, vraiment, viens pas m'embrasser. Voilà. Alors, j'ai voulu qu'on voit les images parce qu'elles sont devenues virales. Après que les autres auront parlé, je donnerai ma réaction dans mon analyse. Merci Pierre Blériot pour ces 2 vidéos. On passe la parole à Émile Messi pour son commentaire, mais également pour son analyse. Oui, à chaud, je dirais que nous venons d'assister là à un spectacle des humains. C'est vrai que Blériot nous les présente comme des hommes d'église. Et c'est vrai, on a vu des pasteurs habillés en tenue de pasteur. Oui, mais les actions posées, c'est essentiellement des actions humaines. Et ça rejoint d'ailleurs la pensée de Blériot à ce titre-là. Lui-même l'a bien dit, un pasteur a été affecté et il s'est mis en colère. C'est-à-dire qu'il refuse de laisser son ancienne église, son ancienne chapelle, pour aller servir ailleurs. Il estime qu'il a bâti, il a tellement bâti, il s'est tellement donné, et il ne voudrait pas, probablement, que celui qui le remplace vienne en bénéficier. Voilà, ça veut dire que c'est une réflexion humaine. S'il avait un temps soit peu intégré la dimension divine que j'ai fait ceci par rapport à Dieu qui m'a donné la possibilité de le faire, et qu'aujourd'hui le même Dieu m'appelle à aller servir ailleurs, il n'aurait pas agi ainsi. Mais comme c'est un humain qui a des sentiments, qui a de l'égoïsme, qui est avare, qui est gourmand, et il s'est dit non. C'est pour ça que je dis que c'est des humains qui agissent là en chair. Et dans cette colère-là, comme le disaient Blériot et madame tout à l'heure, qu'il faut éviter d'agir dans la colère.
Et je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, lorsqu'on est en colère, on prend la Bible, on prie, on appelle le Saint-Esprit pour qu'il ne nous laisse pas aller en colère, parce que la perfecto, ce que vous savez très bien, c'est que si vous voulez avoir une idée d'un fou, c'est lorsque vous êtes effectivement en colère. C'est-à-dire où vous pensez poser des actes qui sont bons, qui correspondent à votre réflexion, à vos émotions actuelles. C'est là que vous allez prendre des pires décisions. Et justement, le pasteur qui agit en colère a pris des pires décisions qui malheureusement ternissent l'image de l'Église. Que c'est ma conviction, l'Église n'est entamée en rien. Mais par des hommes peut-être manquant de vocation pour servir. Je parle d'ailleurs à côté d'un homme de Dieu. Parce que pour servir Dieu, il faut avoir une vocation. Il faut avoir un appel divin qui fait de vous le serviteur de Dieu. Est-ce que ces pasteurs-là ont reçu cette vocation, ont reçu cet appel à servir le Seigneur? Nous pensons que non. Que ce soit celui qui est en colère ou qui enlève tout à son passage, que ce soit ceux qui refusent de donner la paix. Vous savez, les salutations, c'est la paix. Je vous donne ma paix en guise de salutation. Et il le manifeste publiquement. C'est regrettable que là nous voyons des humains. Mais je dis, cela ne doit pas entamer la foi des chrétiens, de ces presbytériens, qui malheureusement, on ne sait pas comment ils sont organisés. Parce que là-bas, c'est la démocratie, on vote des gens, on élit les gens, et puis on fait tout et tout et tout. Contrairement ailleurs, où lorsque la décision est prise, vous vous soumettez, et que si on voit ce genre de comportement, les sanctions sont encore plus rudes. Moi, je suis de l'Église catholique, je sais de quoi je parle. Donc, pour dire que c'est des humains qui... Disons qu'à l'Église catholique, ce n'est pas trop rose, hein? C'est pour ça qu'il dit que... Par rapport à ce style de comportement. Les comportements sont les choses sont tellement avec le droit canon, avec tout le code de l'Église. Pas que demain je vienne avec de telle sorte que les images de l'Église de tels comportements, même le Vatican va vous sanctionner. bagarre. Donc, mais je dis, l'Église luthérienne est un peu plus démocratique, plus libérale, et puis nous regrettons, mais je dis que les gens gardent leur foi, et que ce qu'on a vu là, vraiment, que ces pasteurs-là se mettent à genoux et invoquent le Saint-Esprit. Ma fils, ça tombe bien, quand vous êtes un homme d'église. Voilà donc vos confrères qui brillent par des comportements bizarres, pour ne pas utiliser d'autres mots. Un pasteur qui casse tout dans son église parce qu'on l'a affecté ailleurs. Il pense qu'il a été abusé. Lui, il a battu un très grand travail. Là, on l'enlève. Il n'est pas normal que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. D'autres pasteurs qui refusent de se saluer. Et ils sont à l'église, hein. Ils sont pas à un stade de football. Ils sont pas au quartier, pas au bar. Ils sont à l'église. Oui, et ils refusent de se saluer. La réaction de l'homme d'église que vous êtes. D'abord, ce sont mes supérieurs. Il faut d'abord le noter, ce sont mes supérieurs. Vous êtes de l'EPC? Non. Ah, d'accord. Je suis de la BNCC. D'accord. Ce sont mes supérieurs, mais c'est le même mouvement, c'est le même courant. Ils sont investis d'une mission divine. Et simplement, je ne veux pas critiquer qui que ce soit parce que cela ne m'est pas permis. Ce n'est pas permis pour quelqu'un comme moi. Ce n'est pas permis parce que ce sont vos supérieurs? Non seulement parce que ce sont mes supérieurs, parce qu'on ne critique pas un oint de Dieu. Ah bon? On ne critique pas. Donc même lorsque un oint de Dieu refuse de saluer un autre oint de Dieu. C'est son affaire avec Dieu. Ah bon? Oui, on ne touche pas au oint de Dieu. Lorsque un oint de Dieu arrache ma femme. On ne touche pas à un oint de Dieu. Lorsque un oint de Dieu assassine. On ne touche pas à un oint de Dieu. Lorsque un oint de Dieu vole. Parfait. On ne touche pas à un oint de Dieu. Vous savez, c'est son affaire avec Dieu. Sur ce plan-là, je crois que vous verrez bien ce qui s'est passé entre Dieu et le roi David lorsqu'il a enlevé la femme d'Uri. Il fut sanctionné par Dieu. Et ne croyez pas que la réaction des hommes peut valoir la réaction de Dieu. La réaction de Dieu est très violente. Pour ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, il faut l'expérimenter lorsque quelqu'un vous a commis à votre égard un abus. Ne réagissez pas, allez dans votre chambre. Asseyez-vous, parlez à Dieu. Vous verrez la réaction de Dieu. Dieu est très violent. Beaucoup de gens n'ont pas expérimenté. Pour revenir à la vidéo du jour,
Je sais que Blériot a toujours des choses très croustillantes comme ça. Mais ce sont des faits sociaux. Vous savez, je vais venir à Saint-Paul qui avait demandé aux serviteurs de ne pas se rendre répréhensibles par leurs actes à l'égard du peuple. Parce qu'à l'égard du peuple, ils sont des modèles. Et je crois que Saint-Paul s'est beaucoup apaisanti là-dessus. Et il a beaucoup donné des instructions et des enseignements vraiment appropriés à ce sujet. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui est intéressant à noter. Il y a eu 12 apôtres. Et c'est Christ qui rappellera à tous ces apôtres que, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi, mais un de vous est de Satan. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas parce que nous sommes tous portant des soutanes que nous sommes des enfants de Dieu, mais Dieu a pris le soin de nous élire tous. Mais parmi nous, il y a les enfants du malin, que lui-même Dieu, dans sa souveraineté, choisit pour exercer avec nous. C'est peut-être violent de le dire, mais nous lisons ça chaque jour, nous constatons ça, nous parlons de Judas, mais nous oublions que c'est Christ qui a choisi Judas. Il savait que Judas le trahit. De la même manière que l'on soit pasteur, que l'on soit prêtre, tout le monde est appelé par Dieu. Mais Dieu sait qui vont faire le mauvais travail. Il les appelle aussi parce que l'Église est dans le monde. Il les appelle pour venir faire le mauvais travail. Il les appelle pour faire le mauvais travail. Et c'est leur mission de faire le mauvais travail au sein du collège. Et pourquoi nous les condamnons alors? Je n'en viens pas encore. Je vais d'abord finir mon analyse. Je voulais qu'on aille en temps. Leur mission est de faire ce qu'ils font là. Parce que les enfants de Dieu sur terre ne sont pas au paradis. Ce n'est pas le paradis. Ils doivent pouvoir résister à toutes sortes de choses pour pouvoir mériter le ciel. Ce n'est pas parce qu'on est loin de Dieu qu'on a droit au ciel. Il faut être éprouvé là pour mériter le ciel. Ce sont ces comportements-là qui feront que l'Éternel donne à chacun des points pour pouvoir l'élever ou l'enlever au moment opportun. Et vous savez bien que l'homme étant investi de la chair, le Saint-Esprit n'habite pas en permanence sur l'homme. Je ne vais pas revenir ici dans le livre de la Genèse. Lorsque l'homme avait péché, l'homme s'est mélangé avec les plus belles filles des humains. Dieu a regardé cette affaire et il a dit: nous ne resterons plus en permanence dans l'homme. Parce qu'il y avait les fils de Dieu, il y avait les humains. Et les fils de Dieu ont vu les plus belles filles des humains et se sont mélangés. Dieu s'est retiré. C'est voilà pourquoi il y a ce phénomène du Saint-Esprit qui est obligé de venir à un moment donné nous investir. Parce que l'homme s'est corrompu. Et maintenant, comme l'Église est une affaire des êtres humains, ces êtres sont d'abord corrompus. Il faut courir en permanence vers la quête de la perfection, vers la quête de la sainteté. Voilà pourquoi la sanctification est nécessaire. Et il faut pouvoir s'abstenir de beaucoup de choses parce qu'être loin de Dieu est une charge phénoménale. J'entends beaucoup de gens qui disent les hommes de Dieu doivent faire ceci, doivent faire cela, mais je vous dis, c'est compliqué. Si vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas être un serviteur. Il faut beaucoup s'abstenir. Des belles femmes, par exemple, comme celle qui est là, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir des plaisirs mondains, il faut s'abstenir. Oh, la terre les pasteurs comme vous ont des femmes? Le pasteur a sa femme. Et pourquoi vous demandez donc de s'abstenir? Il a sa femme. Il n'a pas de femme. Vous comprenez un peu? Si on peut avoir une femme, il n'a pas de femme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un oint de Dieu qui est un coureur de jupons ne peut pas bien servir le Seigneur parce qu'il ne peut pas demeurer en permanence dans la sanctification. C'est un problème. Donc la femme, c'est le diable. Non, la femme n'est pas le diable. C'est inversé. Vous dites donc quoi finalement? Vous ne pouvez pas en train de perdre. Vous dites qu'un homme de Dieu qui a plusieurs femmes ne peut pas rester en permanence dans la sanctification. Cela signifie qu'il va permanemment là où c'est mauvais. Non, il doit avoir sa femme. Dieu lui a permis d'avoir sa femme. Dieu lui a choisi une épouse. Il demeure avec cette épouse pour la charge que Dieu les a appelés, pour laquelle Dieu les a appelés. Très bien. Maintenant, il ne peut pas vendager ses énergies en train de se comporter comme un homme du monde, auquel cas il ne pourra pas assumer ses charges. Vous savez, je ne vais pas revenir là sur la femme, mais la femme est un creuset
très profond. Et c'est une thèse qu'on ne soutient jamais, sauf le jour où on passe sur la terre. C'est une thèse de doctorat qu'on ne soutient jamais. La femme est profonde. Et ne croyez pas que parce que vous êtes serviteur de Dieu, que votre épouse va vous traiter comme un serviteur. Il n'y a pas une boutique pour les serviteurs. C'est vrai que vous avez élégamment choisi de ne pas tellement commenter sur ce qui nous concerne ce matin, c'est-à-dire que ces images de notre genre. On vous dit merci. On va passer la parole à quelqu'un probablement qui pourra apporter un jugement de valeur, sauf si vous êtes également d'accord qu'on ne juge pas loin de Dieu. Alors, Juliana, en pleine église, des pasteurs qui font montre d'adversité de manière officielle, lorsque vous êtes croyant ou croyante, est-ce que ça ne vous affecte pas? Bon, je vais dire concernant cette vidéo que le pasteur, premièrement, est le leader et la tête de l'Église. Et les yeux sont rivés sur lui. C'est-à-dire qu'un moindre faux pas du pasteur peut entraîner vraiment... peut avoir de l'impact. Peut avoir un impact considérable sur la vie de chaque chrétien parce qu'ils sont attachés au leader qui est le pasteur. Maintenant, le pasteur en tant que leader doit s'assurer d'avoir un caractère irréprochable. Bien évidemment, je vais rejoindre l'avis du pasteur ce matin, mais également je vais surenchérir en disant que il ne faut pas seulement se dire que je vais faire la mission de Dieu, mais je dois également travailler sur mon propre caractère pour le bien de ma communauté, pour le bien de mon église, parce que je forme des fidèles, je forme des leaders qui demain iront également proclamer la bonne nouvelle. Donc c'est pour cela que je dois m'efforcer d'avoir un bon caractère. C'est pour cela que je suis vraiment très indignée de voir des hommes de Dieu se livrant en spectacle comme ça. C'est l'image de Christ qui est saluée. Est-ce qu'on devrait encore les appeler les hommes de Dieu? Oui, ce sont des hommes de Dieu. Et attention, il faut bien faire ce paradoxe. Il y a homme et il y a Dieu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'homme et ensuite il y a Dieu. Un homme de Dieu se comporte de la sorte? C'est normal, c'est un homme fait de chair. Ce n'est que normal. Tout homme fait de chair a une attitude, a un comportement, a un caractère. Mais maintenant... Alors, le pasteur qui se comporte de la sorte devant ses fidèles, parce que j'insiste, que nous sommes là en pleine église. Nous ne sommes pas là à la chasse des hérissons. Nous sommes à l'église. Et les fidèles voient comment un pasteur refuse d'embrasser un autre. Les pasteurs voient comment un pasteur refuse de saluer un autre. Alors, le même pasteur, le dimanche qui suivra, viendra nous prêcher l'amour, le pardon. Est-ce que nous ne sommes pas là dans une fausse comédie? Ça ne va plus aller, ça c'est de l'hypocrisie dans l'église. Et c'est un homme de Dieu. Et pour un homme de Dieu, ce n'est pas bien. L'homme de Dieu doit prêcher par son exemple, d'abord. C'est-à-dire que si je prône l'amour, si je prône le pardon, moi-même je dois montrer cet amour. Et aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, ce n'est plus ce qui est. C'est-à-dire que l'homme de Dieu prêche ce qu'il ne pratique pas et il impose aux autres de pratiquer cela alors que lui-même ne le fait pas. Je pense qu'on devrait revenir vraiment à l'église primitive où les serviteurs de Dieu prêchaient par leur comportement. Alors, si c'était... et tout. Et pour que... Voilà. Juliana, si c'était une sanction, parce que je présume que... les hommes que nous avons vus là, je ne vais même plus les appeler les pasteurs, les hommes que nous avons vus là ont une hiérarchie. Et quelle devrait être la sanction? Ayons dit, on les excommunie, on les chasse de l'église, ou alors... on les destitue. Qu'est-ce qu'on fait? Destituer, je pense que ce serait bien de les faire asseoir. Je pense que ce serait bien de les faire asseoir. De les renvoyer à la formation. Ils ont été formés. Ils ont déjà été formés. Je pense qu'on leur forme pour ça, pour être des leaders, pour diriger des personnes, des gens, pour être des bergers. Mais ce genre de comportement vraiment n'est pas du tout commode. Alors je pense qu'on devrait les faire asseoir, ok? On devrait certainement les discipliner, ok? Là, je suis d'accord pour la discipline, c'est très important. Parce que quand il y a ce genre d'écart de comportement, il faut ramener à l'ordre. Parce que sinon, c'est l'Église qui se divise. Ce sont les fidèles qui se divisent. À une certaine époque également, j'ai vu des pasteurs, je pense que ça devait être de la même église, EPC. Cette affaire d'EPC-là, ça commence quand même à faire trop. C'était, voilà, Juliana, c'était une affaire de quête.
Il a dit qu'il y avait un grand culte, Oui. Un deuil. un deuil, Un grand deuil. Vers les bolos. et les pasteurs ont commencé à être plus violents que Nganou en distribuant des coups de poing. Et j'ai voulu savoir ce qui se passait. On m'a dit que non, les pasteurs qui bagarrent, j'ai dit c'était violent, hein. Oui. Ils discutent la quête, Cagnotte. la cagnotte qui était sortie. Il y a un qui voulait emporter toute la cagnotte. Les autres lui ont dit, mais ce n'est pas possible. Comme dans un film western. Il a dit, non, il faut notre part. Le gars dit, vous n'aurez rien. Et l'autre a envoyé, c'était terrible, infernal. Non. Et on voyait les soutanes se balader et tout et tout. Bon, on constate qu'aujourd'hui l'église est devenue un véritable business, ok, une véritable entreprise où aujourd'hui les gens ouvrent des églises pour se faire de l'argent. C'est plus pour que le Seigneur. Non, laissez que les gens ouvrent des églises pour se faire de l'argent. Ce ne sont pas les églises de réveil. Vous avez passé le temps à tirer sur les églises de réveil. Non. Je dis que là, ce sont les pasteurs de l'EPC. Ce que je veux dire, en Ce n'est pas l'église de réveil. ce que je veux dire, c'est que on a un intérêt qui est égoïste. C'est-à-dire que si on est pasteur dans l'église, on doit gagner, on doit se faire des sous, ou encore, c'est nous qui devons être vus. Par exemple, cet homme de Dieu qui a saccagé presque tout dans l'église parce qu'il a On ne bâti... parle même pas beaucoup de lui. Hein. Voilà, parce qu'il a bâti l'église, parce qu'il a mis de son argent s'est dans l'église, sacrifié. il s'est sacrifié, mais il a fait pour Dieu. Qu'il laisse une autre personne perpétrer, continuer. C'est la toujours preuve là. de ce qu'ils ne font pas pour Dieu. Ah oui. Ils font pour leur propre plaisir, Voilà, justement, leurs propres c'est intérêts. ce que j'étais en train de dire. Et dès lors qu'un homme de Dieu a ça dans sa tête, il peut pas. Ça peut pas aller. À un moment donné, il va s'embrouiller avec ses fidèles. Il y aura des personnes qui ne vont pas saluer certainement parce que il ne les apprécie pas ou ils font des choses qui ne lui plaisent pas. Il faut toujours que tout aille dans son sens. Et donc, moi, je ne suis pas ici pour tirer sur les hommes de Dieu, mais c'est plutôt pour essayer. Vous êtes là pour les encourager. Non, pour les conscientiser, pour les rappeler. que voilà. Attendez un peu. Qui doit conscientiser l'autre? C'est l'homme de Dieu qui doit te conscientiser, ou bien c'est toi qui conscientises l'homme de Dieu? Le fidèle aussi peut aussi le faire. Ah il bon? peut aussi le faire. Ça Il va peut dans aussi tous les venir. sens, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Le Très fidèle peut également venir à parfait. côté de son... Oui, je veux fils dire d'Ama. que à la suite- Vous avez dit que vous ne jugez pas. Non, je et ne du coup, juge je pas. pense que vous êtes disqualifié. Non, pas du tout. Peut-être vous m'avez mal compris tout à l'heure. J'ai pris des exemples de Saint Paul qui a exhorté les responsables de l'Église à ce genre de comportement par le passé. Je voudrais reprendre un autre exemple de Saint Antoine de Padoue pour les catholiques. À l'époque, on l'avait baptisé le curé des cardinaux. À chaque fois que le pape convoquait le concile, il faisait venir le jeune Saint Antoine de Padoue. À l'époque, il était âgé entre 30 et 33 ans, pour venir faire des prédications aux cardinaux, pour dire que ces problèmes ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui. Mais dans le collège, on connaît toujours qui est un modèle. Parce que tous ne sont pas toujours des modèles. Nous tous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas toujours des modèles. Vous comprenez un peu? Nous allons tous dans des églises, quelle que soit son obédience, nous avons les yeux et les oreilles pour constater qui est un modèle, qui aime l'argent, qui n'aime pas l'argent, qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui aime les femmes, qui n'aime pas les femmes, qui aime les maisons, qui n'aime pas les maisons. Moi, je connais des évêques qui ont épousé les femmes des gens dont ils ont célébré le mariage. Ils sont en chair. Des évêques. Au Cameroun. J'ai dit au Cameroun. Vous pouvez nous donner quelques noms? Je ne peux pas donner des noms. C'est pour l'information. Non, on ne juge pas. On ne juge pas. Non, c'est même pas un jugement, c'est une information qu'on On ne doit donne. pas jeter les gens à la vindicte populaire. C'est pas la vindicte populaire. Lui-même se jette dans la vindicte populaire. Je vous ai dit que ils sont là, ils m'écoutent. Ces évêques vous écoutent. Ils m'écoutent. Et j'ai dit que c'est leur problème avec Dieu. Dieu sanctionne. Et la colère de Dieu... Un évêque vient arracher ma femme. Non, Et il me laisse avec 8 enfants. Et tu dis que c'est son problème avec Dieu. C'est son problème avec Dieu. Et si j'ai la force de lui refaire le portrait? Il faut comprendre, vous n'aurez pas résolu le problème. Non, j'aurais résolu. Non, Il comprendra que l'acte qu'il a posé n'est pas bien. Et les autres évêques pourront être découragés, ceux qui avaient également cette volonté à arracher les femmes des gens. Non, si j'ai pris ce cas, c'était pour vous dire que... Non, c'est un joli cas. Aucun collège d'hommes de Dieu
aucune obédience n'est épargnée C'est compris. par les mauvais comportements et par les Satan qui sont... Blaireau n'est pas là pour le décor. Lui, il a la solution. Il nous a même dit il va dire ce qui se passe quand tout le monde aura intervenu. Mais tout le monde est intervenu. Un dernier mot pour dire que le pasteur Njam, lui, nous a perdu le temps sur cette question. Du moment où lui-même a dit qu'il n'est pas bien placé pour juger ses supérieurs. Donc, tout ce qui suit la Et qu'on ne juge pas les oins de Dieu. Les oins de Dieu. On les exhorte. Mais je dois dire que l'Église est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a institué l'Église. Et ne sert, pour parler d'hommes de Dieu, en fait, c'est des serviteurs de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu par élection. On est serviteur de Dieu par appel. Et cet appel se manifeste par des gestes. Elle a parlé de modèle. Un serviteur de Dieu, c'est un modèle. Ouais. L'abnégation. Vous ne pouvez pas prêcher l'amour et le pardon. Et nous voyons ce que nous venons de voir là. C'est un scandale, il faut le dire, monsieur mon grand. C'est un scandale dans l'église. Mais moi, je fais la nuance entre l'église qui est là pour la foi, pour sauver les âmes, et le comportement devient des individus qui se sont retrouvés à la tête de l'église par infraction. Je le dis. Ils ne sont pas dignes d'appeler serviteurs de Dieu par ces comportements. Il a rappelé notre cas où il y a une bagarre autour de l'argent. Mais vous savez que l'argent et le diable, c'est la même chose. Donc ces scandales-là, il faut les dénoncer. Et s'il y avait un conseil à donner à ces serviteurs de Dieu, c'est qu'ils posent des actes de repentance très forts, vu la vie de leurs fidèles, et qu'ils entrent réellement en prière pour dire que plus jamais ils ne feront plus ça. Là, ils auront dans le rapport avec Dieu et ce qu'ils ont posé là, que tout le monde a vu. Merci. Mais les autres scandales, quand c'est en privé, quand c'est secret, là, il a raison de dire que c'est notre rapport avec Dieu, parce que Dieu lui voit dans le secret. Mais ce que nous avons vu, nous, on doit le condamner. Merci Émile Messi et Pierre Blériot-Niémec, vous-même le dénonciateur, après avoir regardé ces images, quoi qu'on dise, choquantes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Alors, parce que moi je suis l'aîné de Njama dans la foi, et dans la pastorale. J'ai commencé ma formation en 1992. J'ai commencé à gérer l'église en 1995 à Edea. Donc, ça fait à peu près 30 ans. La plupart de ces pasteurs donc seraient mes cadets dans cette affaire. Ça, c'est d'un. De deux, Njama, la parole de Dieu dit, savez-vous que vous jugerez les anges du ciel? C'est-à-dire, les croyants ont le droit de juger jusqu'aux anges du ciel. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, je vais contester le fait que ces gens soient des hommes de Dieu. Parce que Paul dit quels sont les critères pour devenir pasteur. Lisons-les et vérifions si ces hommes répondent à ces critères. 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une chose excellente. Sachez que évêque ne signifie pas la même chose que grade aujourd'hui. Évêque, c'est gardechiste. Voilà. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Vous avez vu le premier pasteur qui cassait, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut, verset 4, qu'il dirige bien sa propre maison et tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ça, c'est le premier enseignement que nous donnons. Le deuxième enseignement que nous donnons, en fait, il faut prêcher maintenant les pasteurs, parce qu'ils en ont cruellement besoin. C'est 1 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ce que la parole dit. Paul, parlant de ces pasteurs, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu... Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il va plus loin. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera paraître, parce que le feu révélera l'œuvre de chacun. Mais celui qui bâtit, qui tentera de faire tomber cette œuvre, en sera consumé. Alors, vous avez demandé si nous avions le droit de mettre un jugement. Bien. Oui, les pasteurs, s'ils sont des hommes de Dieu, se battant, refusant de se saluer. Vous savez, à l'église catholique, vous avez une pratique à la fin de la messe. Vous dites quoi? Donnez-vous la paix. Pendant la messe. Pendant la messe. Vous savez, il y a des voisins donc qui se retrouvent ayant des problèmes au quartier, se retrouvent voisins dans l'église. Et il faut se donner la paix. Vous voyez comment quand on dit donnez-vous la paix, le monsieur quitte le lieu où il est pour aller chercher la paix. Il ne donne pas la paix à côté de lui. Mais c'est pas si. Commence par ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui est proche de toi. Alors, ces pasteurs, entre guillemets, d'un autre genre, que ce soit ceux qui viennent embrasser ou celui qui est embrassé, vous verrez les... Parce que le problème ici, c'est qu'un des pasteurs a été mis de côté. Il a été assis. Comme on dit, il faut les faire asseoir. Et au moment de leur réhabilité, on l'a fait attendre plus de 6 mois, alors que le délai était terminé. Il revient donc avec cette colère. Et ceux qui ont ourdi ce plan sont ceux qui viennent l'embrasser. Parce qu'il faut que... Quand ils viennent, ils reconnaissent, non, toi tu étais dans le bloc là. Je ne te salue pas. Toi, l'église, surtout presbytérienne, nous a servi beaucoup de scandales. J'étais plus jeune. Tori, vous connaissez Tori? L'église Tori? Vous la connaissez derrière, à côté du domicile de Roger Mila. Je vois. Vous voyez, quand vous prenez comment vous appelez, la Croix-Rouge. Tout à fait. Parfait. Ici, si on vous raconte comment ça s'est soldé là-bas. Ce jour-là, il y eut une bagarre. Les marmites, les couvercles des marmites étaient utilisés pour casser la tête des gens, les têtes. Les chrétiens furent utilisés comme des milices, des miliciens. Bagarre généralisée qui a conduit à la scission de cette église qui s'est divisée en plusieurs. Et les cas sont légion, que ce soit chez les Bassa, les Boulots et partout. En Balmayo, ce qui s'est passé, c'est que l'église protestante à une certaine époque a cassé totalement l'église pour que chacun aille de son côté. On a cassé le bâtiment, on a cassé les murs, on a mis les murs au sol. Ça existe aussi. Les catholiques ont leur type de problème, mais leur organisation particulière fait qu'il y a plus de cachotterie chez eux que chez les presbytères. Il est donc temps d'en appeler à l'église presbytérienne pour une meilleure organisation. Parce que ce genre d'images que nous diffusons, malheureusement parce qu'elles sont devenues virales, font la honte de la grande église. Elle doit présenter ses excuses au peuple chrétien et changer de direction. Ces pasteurs doivent faire une sortie pour demander pardon au peuple de Dieu. Merci Pierre Blériot. Lisons rapidement ces nombreux messages jusque-là enregistrés. Hello, le pasteur Dr Bassa se refuse de jouer la comédie. Ce pasteur et son collègue sont réhabilités après avoir été suspendus. Ce pasteur est remonté contre les collègues qui ont prolongé abusivement sa mise sous discipline. Je pense que c'est ce que Blériot vient de dire tout à l'heure.
Bon. Est-ce que l'amour spirituel est de la comédie? Est-ce que la charité? Je pense qu'il est en train de vouloir défendre. Il défend le pasteur. Que lui dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 13? Le pasteur a oublié le pardon. Voilà. Bonjour à votre panel. Il faut le dire, beaucoup de pasteurs arrivent là aujourd'hui par le chômage et non par conviction, d'où ce comportement. Et par contre, nous n'avons pas droit de juger qui que ce soit. C'est Dieu seul qui juge. Merci Jean-François Passy, boum, depuis Mbanjok. Autre message ce jour, on ne juge pas un oint de Dieu, je suis totalement d'accord. Autant dire qu'on ne juge personne, car la parole de Dieu est claire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes tous des oints de Dieu, et à ce titre, seul Dieu a l'exclusivité de nous juger, car nous sommes tous les enfants de Dieu, et le pasteur n'est pas plus enfant de Dieu que le membre d'église. Par ailleurs, l'évangile se proclame, mais il impacte davantage quand il se vit. Comment espérer gagner des âmes à Dieu quand on prêche l'amour et on vit la rancœur? Quel Dieu présentons-nous en ce moment? Dieu d'amour au Dieu de rancœur? Tout compte fait, comme le panéliste l'a dit, c'est chacun qui va recevoir de Dieu sa récompense, en bien comme en mal. Autre message ce jeudi matin. Bonjour au panel miné. Dans ma région résidentielle, j'ai un prêtre catholique qui a subi ce genre d'affectation par jalousie de ses supérieurs, mais il a refusé de partir. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à être fiers de cette décision audacieuse qu'il avait prise à cette époque. Donc pour moi, je suis très d'accord pour la réaction des deux pasteurs, car pour l'un comme pour l'autre, il faut bien pouvoir défendre ses intérêts sans hypocrisie. La religion transportée aujourd'hui en Afrique n'est qu'un sujet d'intérêt pour leurs propriétaires et dirigeants au détriment des pauvres fidèles. Conscients aujourd'hui de cela, pourquoi laisser un autre venir aussi facilement s'accaparer de vos efforts? De l'autre côté, il faut bien par moment aussi ne pas laisser ses ennemis se camoufler avant de vous détruire. Raison de refuser publiquement leur salutation. Mgem Simon depuis Ngaoundéré. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi, je veux comprendre pourquoi tous les jours vous fustigez les églises réveillées, mais vous faites la publicité d'une... Moi je ne sais pas, peut-être il regarde une autre chaîne de télévision, hein. Pour parler donc comme toi, il vient même de défendre les églises et les retraites. Parfait, tu te trompes. C'est que, je vais te dire, donc il y a des téléspectateurs qui écrivent leur message avant. Donc lui, il écrit d'abord son message. Il envoie. Ce que tu fais après, là, ce n'est pas ça qui est important. J'ai posé la question. Non, il avait écrit déjà le message. Voilà l'église presbytérienne camerounaise qui nous sert un mauvais cinéma. Mais nous passons le temps à tirer sur les églises réveillées. Vous n'avez pas suivi ce français? Je t'ai dit que le message a été écrit avant. Il a même écrit ça le matin. Bonne journée du jeudi, monsieur Aïssi. Bon jeudi à ton panel. Beaucoup d'églises, pas toutes bien heureusement, sont des repères d'hypocrisie. L'enterrement de ma mère a failli être expéditif sans service funèbre parce que certains pasteurs disaient qu'elle avait fait des mois, 4 mois environ, sans aller à la messe. C'est un oncle à elle qui a pris sur lui de faire ce service de la congrégation. Ce qui m'a révolté était la présence de ces frondeurs là à la collation. J'ai changé d'église depuis avril 2011. Bonne suite d'émission, c'est Bertrand Ambawa. Et c'est là que je parlais de l'impact tout à l'heure. Hein. Quel impact au niveau des fidèles? Autre message, bonjour Espace Miné, bonjour à monsieur Émile Messi. Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur et l'analyse de monsieur Messi. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix avec qui c'est possible. Il y a des personnes avec qui la paix n'est pas possible. Le problème, c'est l'extrême sournoiserie des humains. Ce que nous venons de voir est monnaie courante dans toutes les églises du monde. C'est la chair qui s'est installée dans l'église. L'hypocrisie aussi, ce n'est pas nouveau. C'est Thomas Noir, chrétien, pratique.
Autre message ce jour, bonjour Perfecto et ton riche panel. Les églises en général ont écarté la norme et normalisé l'écart. Il faut citer le professeur Mononjana. Ce sera honnête intellectuellement. Parce qu'il y a également... d'accord. Bonjour à vous au panel. C'est que monsieur Djamadi est vrai, honorable Bivina Arnold. Car tout a commencé par la théocratie et puis peu importe les erreurs du clergé, nous n'avons pas à regarder leurs erreurs. Je suis désolé, c'est un chrétien qui te parle aussi. Moi, je ne peux pas aller dans une église où le prêtre brille par des comportements orduriers. Et tous les dimanches, moi, je m'en vais dans cette église et me dit, ici, il faut faire du bien, il faut faire ceci. Je ne parle pas. Je parle, ça c'est moi qui parle. Ici, je ne parle pas. Ndjaba te disait qu'on ne peut rien faire. Non, il y a un monsieur qui a envoyé la foudre à un pasteur qui avait arraché sa femme. Vous savez ce que la foudre a fait en premier? Non. Le pasteur était en train de prêcher, la foudre a fendu la Bible en deux. La foudre a fendu la Bible en deux. Le pasteur a pris fuite. On lui a dit que c'est l'avertissement. C'est parce que le pasteur veut souiller. Voilà. Donc, autre message. Bonjour parfait. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est l'argent. Et c'est signé Serge. Bonjour le panel. C'est Alberto Yebga depuis Ngaoundé-Ridan. Je pense que le problème est plus profond que ça. L'église est très polluée par ce genre de problème. Mais c'est une église très conviviale et accueillante malgré ce qui en ressort. Retenons ce qui est bien. D'accord. Dernier message. L'église a beaucoup d'argent, du coup, tout le monde est là pour des luttes. L'église a beaucoup d'argent. Comme le lion. Raison pour laquelle tout le monde est là pour des luttes. Ah, c'est compliqué, hein. À tout de suite pour la suite. À l'extrême nord, le corps national des sapeurs-pompiers, au cœur des opérations de sauvetage, sous la supervision du général de brigade, commandant le corps national des sapeurs-pompiers. Documentaire exclusif sur les actions civilo-militaires qui redonnent du sourire aux sinistrés. C'est à suivre ce lundi, mardi, jeudi et vendredi à 19h20 sur Info TV. Du 22 au 24 novembre 2024, mesdames et messieurs, venez assister à l'événement spirituel majeur dans la capitale économique du Cameroun. Voici l'un des prédicateurs les plus étonnants de l'Afrique, l'un des prédicateurs les plus prolifiques et les plus dynamiques du continent. En une année, poussé par le Saint-Esprit, il revient au Cameroun, mais dans la capitale économique. C'est la grâce auto qui descend sur la terre camerounaise, la terre natale, le pays qui a vu naître l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'arrive à Douala au Cameroun avec le feu et le tonnerre de Dieu dans mes yeux. Ça sera le changement de l'esprit avant la fin d'année. 2 mois chrono pour que ta vie change. Et je viens avec cette onction pour changer ta vie complètement. Dis à quelqu'un, Baba Oto confirme sa présence à Douala au Cameroun. J'arrive avec le feu dans mes yeux. Sois mon invité. Tu es béni. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets.
Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces deux projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clique présidentielle et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez-vous à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Alors
Allons-y. Nous exigeons la justice. On commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. En ce moment, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Vous avez 40 ans et plus, profitez de la campagne de dépistage gratuite du 13 au 15 novembre 2024 de 8h à 15h à l'hôpital de district de Biomassi par des médecins spécialistes. Cancer et autres maladies de la prostate, diabète, hypertension artérielle, obésité, etc. Attention, c'est 100% gratuit, pourtant la santé n'a pas de prix. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels, médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose, aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et c'est justement votre programme Espace Mini. On vous le dira, on vous le disait en ouverture de ce programme ce matin. Nous marquons un arrêt pour évoquer la situation qui aura lieu dans 11 mois au Cameroun, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Nous sommes jeudi diaspora. Nous voulons savoir si la diaspora camerounaise peut influencer l'élection qui aura lieu au Cameroun en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Je commence par passer la parole à fils Djama. Djama, fils, nous parlons donc de ces élections avec la diaspora, le rapport diaspora-élection présidentielle au Cameroun l'année dernière. L'année prochaine. Merci Blériot. La diaspora aura-t-elle son mot à dire de manière significative? Oui, parfait. Ici, la question que tu poses est très intéressante. Et elle aura son mot à dire. Parce qu'en matière d'élection, une voix peut faire basculer les choses. Voilà pourquoi nous encourageons la jeunesse ou encore tous ceux qui sont en âge de voter à s'inscrire. Mais maintenant, il faut être réaliste. Il faut être réaliste parce qu'il faut faire l'état des lieux. Parce que l'affaire des votes, c'est une affaire de statistiques. Et nous ne sommes pas dans le modèle américain, nous sommes dans le modèle du vote populaire. C'est-à-dire que le plus grand nombre remporte. Tout à fait. Mais quel est exactement le quorum que représente cette diaspora? Quel peut être son impact? Mais déjà, ce qui est important ici, c'est que chaque membre de la diaspora doit se sentir concerné parce qu'en votant, il se sent camerounais et impliqué dans la gestion des choses de son pays. Ça, c'est déjà très important. Voilà pourquoi nous plaidions déjà par le passé qu'on ouvre le vote à la diaspora. À la diaspora, par exemple. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, quand vous prenez les fichiers, vous voyez le nombre la quantité ou encore les statistiques que représente la diaspora. Je vais répondre d'emblée par non, ils ne pourront pas influencer le vote. Pour la simple raison que quand je vois le quota, ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Et puis, ce n'est pas ça qui va venir influencer la donne. Je ne vous interromps pas, Djama. Vous avez parlé du nom. Peut-être vous voulez aussi parler d'autre chose. Est-ce qu'on influence un vote
forcément seulement par le nombre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes, d'autres procédés qui entrent en jeu lorsque nous sommes dans une élection? J'en viens. Très bien. Je voulais déjà aussi dire que, avant d'aborder cet aspect que vous voulez aborder, il faut savoir qu'il y a un mauvais concept de la diaspora chez nous. Ouais. Les gens ont toujours pensé que la diaspora, c'était ceux qui étaient hors de l'Afrique. Hors de l'Afrique, on parle de l'Europe. Ils oublient que même si tu es au Tchad, tu es de la diaspora. Non. Chez nous, si tu es au Tchad, tu es au Gabon, tu es en Centrafrique, tu ne fais pas partie de la diaspora. Au Cameroun, tu es de la diaspora quand tu es aux États-Unis, quand tu es en Italie, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Turquie, en Chine. Voilà la diaspora. Aujourd'hui, il y a des pays qui comptent où le nombre de Camerounais se compte aujourd'hui par millions. Je crois que j'en tiens pour preuve la sortie du haut commissaire du Cameroun au Canada l'autre jour, et c'est impressionnant de le constater. C'est impressionnant de le constater. Ici, à côté, au Nigeria, la diaspora est la plus importante. Le nombre de Camerounais au Nigeria ici se compte au-delà de 2 millions de Camerounais. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est très important. Pour dire quoi? Pour dire que l'importance de participer aux élections est là. Il faut pouvoir compter avec eux. Mais lorsque je vois l'organisation interne et le modèle que nous avons, je constate d'emblée que l'impact sera mitigé si nous nous limitons uniquement au nombre de personnes. Mais par contre, le pouvoir financier que les uns et les autres ont peut être d'un apport décisif si les candidats suscitent l'attrait. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, personnellement, j'en connais, du côté des États-Unis, du Canada et même de l'Allemagne, des gens qui sont capables de mettre suffisamment de moyens pour soutenir l'un ou l'autre candidat, si jamais les données actuelles, les candidatures que nous présageons, que nous avons en mirage, étaient d'autres candidatures. Ces gens auraient un impact significatif. Vous voulez faire comprendre quoi aux Camerounais ce matin? Pour l'instant, les candidatures entre guillemets déclarées ne suscitent pas un grand intérêt du côté de la diaspora. Non, pas du tout. Mais l'important pour eux, c'est de se sentir déjà camerounais. Mais si jamais, à l'avenir, la donne change et qu'il y a d'autres candidats que nous voyons, je vous dis que si un monsieur comme M. Niemek est candidat après 2025, je vous assure, vous serez très surpris de voir des gens qui vont s'aligner pour dire à M. Niemek, nous on te finance. Ah bon? Si par exemple, le notable Ndiame est candidat un jour demain, mais je vous dis qu'il y aura des gens qui seront prêts à dire, nous on va te financer. Le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a cette motivation qui n'existe pas parce que les uns et les autres sont Camerounais, ils connaissent bien la réalité du pays. Vous comprenez? Et puis ils connaissent bien la réalité du pays. Voilà pourquoi, d'emblée à mon entame, je disais aux gens d'être des patriotes et de ne pas penser que c'est en partant qu'ils doivent tourner le dos à dénigrer. Nous devons tout faire pour construire notre maison. Nous n'allons pas abandonner notre maison parce qu'elle prend feu pour aller dans la maison d'en face. Par exemple, et c'est pas parce que notre maison est mauvaise que nous allons aller nous suicider dans la maison d'en face, comme beaucoup vont le faire à la Méditerranée. Non. Nous devons être responsables. Et voilà l'élection qui arrive. Il faut poser des actes conséquents. Et je crois que le reste va pouvoir se jouer avec la grâce de Dieu. Merci pour votre regard, Djama Fils. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, ce matin, nous voulons savoir si la diaspora camerounaise peut influencer l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Si c'est vrai qu'elle peut influencer cette élection, Pierre Blériot, de quelle manière? Alors, la diaspora peut évidemment influencer... Pierre Blériot, oui. Toutes mes excuses, hein, tu ne m'as jamais rien refusé. Non, sauf faire l'amour. Mais tu ne me l'as pas demandé. Pierre Blériot, c'est au sérieux. Oui. Allons du côté de l'Italie, hein, où s'impatiente René Blanche Bayemi au téléphone. René Blanche Bayemi, bonjour. Bonjour, parfait ici. Je souligne que vous êtes une Camerounaise établie du côté de l'Italie. Vous êtes donc entrepreneur. Ce matin, nous parlons de la politique et plus précisément de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Avez-vous l'impression que vous qui êtes ces Camerounais de la diaspora, vous avez votre mot à dire? Alors, merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci surtout de m'associer à ce plateau technique qui désormais est notre plat quotidien.
Et je tiens d'abord à saluer tous les fidèles téléspectateurs et parfait un bonjour particulier. Mais avant de continuer les salutations, je tiens à vous dire déjà que vous êtes très écoutés, que ce soit à la diaspora, que ce soit au Cameroun, parce qu'actuellement, il y a un collège d'inspecteurs de la police qui sont en train de suivre cette émission en direct et je me permets de leur faire un coucou et ça fait énormément plaisir, un coucou spécial à mon petit frère qui a fait ce petit groupe qui pour suivre cette émission. Un bonjour particulier à Jérémy Miquin, votre fidèle collaborateur, et à tout le panel. Ça me fait énormément plaisir d'être là. Alors, je suis René Blanche Bayemi, je suis effectivement en Italie et voilà, je suis entrepreneur parmi mes casquettes, agent dans un service multinational et je tiens déjà à vous dire, s'il vous plaît, vous me le permettez sûrement, de vous connecter sur mon espace entrepreneurial sur notre quotidien, Facebook, TikTok, Sharon Beauty, parce que la première émission officielle sera lancée en janvier et parfait, je tiendrai absolument que vous fassiez part de ce collège entrepreneurial qui va prendre surface dans les prochains jours. Donc, je vous ferai parvenir des informations à propos de tout cela. Merci beaucoup. Merci pour votre émission et merci pour les thématiques qui sont débattues quotidiennement. Est-ce que c'est bon? Ok, d'accord. Alors, la diaspora camerounaise peut-elle influencer en 2025? Alors, de quelle diaspora parlons-nous? Nous avons deux types de diaspora. Alors, une première diaspora qui peut participer aux élections et une deuxième diaspora qui ne peut pas participer aux élections. Je m'explique. Nous avons un souci particulier, nous qui sommes ici, moi je suis en Italie. Le premier souci de la diaspora, c'est de pouvoir résider dans le pays d'accueil. Et pour y résider, nous pouvons avoir un permis de séjour à courte durée et à longue durée. Alors, quand nous avons ce type de permis de séjour, nous pouvons voter. Mais le souci principal, c'est d'abord de pouvoir vivre. Est-ce que j'ai du travail? Est-ce que je n'ai pas du travail? Parce que c'est d'abord cela. À partir du moment où je peux vivre, alors je peux voter parce que j'ai un permis de séjour, tout type de permis de séjour. Est-ce que je veux voter? Quelles sont les motivations qui me permettent de poser ce geste patriotique? Alors, le deuxième type de diaspora, c'est ceux qui ont la nationalité. Et nous savons que le phénomène de la double nationalité n'est pas encore accepté au Cameroun. Moi, je ne pense pas parce que si j'ai la double nationalité, je ne peux pas accéder au vote parce qu'il faut être être citoyen camerounais. Mais maintenant, cette diaspora-là, confondue, comment est-ce qu'elle peut influencer les élections en 2025? Vous savez que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, nous sommes considérés comme des financiers de nos frères, de nos voisins du Cameroun, quoi. Nous sommes considérés comme des financiers. Je peux influencer en passant par ma famille, en passant par mes amis, bref, tous ceux qui me soutiennent. Parce que mon parole, parfois, est considéré comme parole d'honneur. Alors, je peux dire non, faisons ceci, faisons cela. Nous sommes considérés comme des financiers, comme parfois les détenteurs de la vérité, ou alors les détenteurs du couloir. Chacun peut prendre les décisions que chacun peut prendre dans sa vie. Parce que, bon, vous savez comment ça se passe. Donc, dans ce cas-là, cette diaspora se propose comme les détenteurs de la vérité, la détenteur de l'orientation que nous pouvons prendre pour les élections.
Deuxième chose, nous écoutons 5 sur 5, hein, René Blanche. Allez-y, il vous reste 1 minute. Ok, d'accord, merci. Donc, je vais donc aller rapidement pour pouvoir chuter. Donc, cette diaspora, en fait, étant donné que nous avons donc ce potentiel, chaque vote, un seul vote peut basculer, peut faire changer la donne. Donc, la diaspora peut influencer, lui, directement et indirectement, le vote pendant les élections. Et nous savons que, généralement, les pouvoirs publics jusque-là n'ont pas encore accordé cette importance à l'implication de la diaspora dans la chose étatique, et c'est un peu dommage parce que moi je pense que la diaspora devrait avoir un mot à dire au niveau de l'État, au niveau de la représentation dans notre pays, parce que si nous sommes délectés comme ça, c'est aussi un avis, quelque chose que je lance comme ça, c'est un souhait que la diaspora soit impliquée, ministère de la diaspora, pourquoi pas, et ça fera que, quel qu'en soit le cas, la diaspora pourra influencer non seulement pendant les élections, même sur l'aspect économique qui est de plus en plus un sujet crucial dans notre pays. René Blanche Bahemi, oui. Info TV et l'émission Espace Miné vous disent merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, je tiens déjà à vous dire que nous vous suivons énormément, régulièrement, et surtout les thématiques qui sont débattues sur Espace, sur Info TV, sont des thématiques de vie. Donc, merci pour les efforts que vous faites. Merci pour ce plat quotidien que vous nous servez régulièrement. Et ça nous fait énormément plaisir que le regard de temps en temps tourner vers nous, qui sont parfois considérés comme des personnes lointaines, comme des financiers, parfois des personnes perdues, alors que nous devons faire vraiment de la donne, de la vie dans notre pays. Merci à vous, merci à tout le public qui nous suit maintenant et merci à tout le panel. Merci René Blanche Bahemi, qui est donc une Camerounaise vivant du côté de l'Italie. Et nous repassons la parole à Pierre Blériot, qui devait justement donner son avis, son opinion dans le cadre de ce programme. Pierre Blériot. Alors, je disais que la diaspora peut influencer l'élection présidentielle et même les autres. Sauf que elle n'est pas unifiée, elle n'est pas rassemblée. Ces efforts sont dispersés. C'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que l'État qui est en place, surtout le parti politique qui dirige le pays, en fait qui accompagne l'État, est très futé. Il s'assure chaque fois qu'il a le sentiment qu'un groupe pourrait lui être hostile, il s'assure que ce groupe dysfonctionne. Vous voyez ? Ndiama suggérait l'idée du financement. Non, l'élection au Cameroun est très encadrée. Le financement de l'élection est très encadré. Ouais. Il faut faire très attention. Les fonds ne peuvent pas vous venir n'importe comment. Et comme il y a un gros prétexte aujourd'hui, le financement contre le terrorisme. Voilà, donc dès qu'on vous enverrait de l'argent, on va dire que non, allez, attrapez-la. C'est les gens qui financent le terrorisme et autres. Donc il y a beaucoup d'écueils qui sont placés sur le chemin de la diaspora. Elle-même doit être plus imaginative, plus rassemblée. Le troisième vice, et qui a un écueil également, qui guette la diaspora, c'est sa segmentarisation, ces temps derniers. Avant, parfois, ici, vous pouvez prendre cet exemple. Si vous étiez des gens qui avaient quitté seulement Yaoundé pour vous retrouver à Garoua, vous étiez des gars qui vivaient à Yaoundé. Donc, quand vous vous retrouvez à Garoua, vous constituez une sorte de diaspora. Les gars de Yaoundé se reconnaissent entre eux. Ils ne veulent pas savoir s'ils sont Bassa, s'ils sont Ewondo. Mais comme ils viennent d'ici et qu'ils sont allés dans le nord, ils font des regroupements. Il y a des associations qui ont existé ainsi. Le Grand Sud qui est dans le nord et vice-versa. C'est le même phénomène qui se produisait avant dans la diaspora. Tous les Camerounais qui sortaient du Cameroun formaient de grandes associations là-bas
des Camerounais vivant, par exemple, en France, en Angleterre, en Allemagne. Mais qu'observons-nous aujourd'hui? Non, on a communautarisé la diaspora. Là-bas maintenant, c'est la diaspora Bamileke, c'est la diaspora Ekan, c'est la diaspora Bassa. Mais je dis que ces Camerounais, ils ont atteint là-bas et ils s'en vantent. Moi, je vais vous dire, récemment, il y a un groupe de Bassa qui invitait quelques Bassa. Il y a quelqu'un là-bas qui a suggéré qu'on invite Niemek. Vous savez ce qu'on lui a dit? Non. Non, tu l'invites ici alors qu'il n'aime pas et tout. C'est les Bassa. Bon, ok, ça c'est le groupe des Bassa. Maintenant, vous avez vu récemment Tala André Marie a donné un grand concert. Regardez l'auditoire qui était là. Vous avez vu Francis Ngannou qui n'avait jamais faroté par le passé parce qu'on disait qu'il est radin. Mais ce jour-là, Francis Ngannou a abondamment faroté. Donc, j'ai dit, il y a donc toutes ces choses-là que nous observons. Très bien. Et qui nous inquiètent sur la possibilité de la diaspora à influencer. Si elle se sépare de cette façon-là, elle devient fragile. Même ses apports sont suspects. Les diasporas, parce qu'il faut le dire comme ça, les diasporas sont maintenant orientés. On va dire que non, si c'est un Bamileke, oui, on va financer. Si c'est un Bassa, non, ainsi de suite. Ces petitesses-là font que les efforts que la diaspora aurait pu déployer pour influencer le vote sont amoindris. Merci Pierre Blériot pour ce regard. Émile Messi, vous qui êtes justement un homme politique et bien quittant du côté du RDPC, Blériot émet un certain nombre de réserves. Blériot nous fait comprendre avec ces mots que Notar et Avatar ont retrouvé la diaspora camerounaise au point où elle-même également s'est communautarisée et ce n'est pas toujours à notre avantage lorsque nous parlons d'une élection qui est en train d'arriver. C'est un fait. C'est un fait. Parce qu'il faut dire la diaspora ici, c'est des Camerounais. Et des Camerounaises qui se retrouvent de l'autre côté du pays. Et elle aura une influence parce qu'elle est dans un pays africain sous-développé ou dans un pays européen, américain un peu plus développé, tel que vous l'avez dit. Elle prend beaucoup plus d'importance parce que c'est l'Europe, la France, les États-Unis, l'Italie, et ainsi de suite, contrairement au Tchad, la Guinée équatoriale, où c'est la diaspora également. Maintenant, donc, c'est d'abord des Camerounais, il faut dire cela, Niemek. C'est-à-dire les Camerounais, ce qu'il appelle Camerounais du Cameroun, ces mentalités-là sont transportées ailleurs et elles fonctionnent. Et puisque moi je dois parler au nom du RDPC, je dois dire que le RDPC, pour corriger cette affaire, a également implanté des organes de base dans tous ces pays-là. C'est-à-dire au renouvellement des organes de base du parti en 2021, vous avez vu le mouvement embraser toute la planète. Parce que justement, depuis 2018, la diaspora a la possibilité de prendre part au vote aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'elle peut participer au vote et participe d'ailleurs. Oui. Mais il reste le problème de double nationalité que René Blanche a souligné tout à l'heure. C'est le gouvernement. Et c'est le gouvernement RDPC. Attendez, Emile Messi. Et c'est le gouvernement RDPC. Ne m'empêchez pas de poser cette question. Apparemment, qui bloque, qui ne veut pas lever le verrou de la double nationalité. Votre gouvernement du RDPC. Je vais être un peu plus sérieux. C'est un enjeu politique, certainement. Je vais être un peu plus sérieux sur cette problématique. Nous parlons de l'influence de la diaspora. Tout à fait. L'influence, oui, il y a déjà le vote. Ceux qui votent directement, les voix sont comptées. Il y a cette influence. Même ceux qui ne prennent pas part au vote par double nationalité ont également une influence sur le vote. En quoi faisant? C'est de ce que je veux donc démontrer. En quoi faisant? Tout à l'heure, nous sommes unanimes que depuis les élections de 2018, peut-être c'est par là que je devais commencer, il y a une diaspora qui est proche des partis politiques. Je vous ai dit tout à l'heure que au RDPC, il y a des sections. Cette diaspora-là s'organise, se mobilise. Et d'ailleurs, à la dernière élection présidentielle, la diaspora en général a voté pour le RDPC. Mais nous avons vu, après les élections, ce qui s'est passé avec la diaspora, les cas des ambassades. Nous avons vu, est-ce que tous ces gens-là ont voté?
nous ne sommes pas sûrs que tous qui sont mobilisés, tous qui combattent les artistes, par exemple, pour ne pas prester ailleurs ou à l'autre côté, on n'est pas sûr que c'est des gens qui ne prennent pas directement au vote. Mais ils contribuent à influencer les élections par des méthodes que tout le monde connaît. Ça veut tout simplement dire que la diaspora qui n'est pas homogène, c'est normal. Les gens sont libres d'appartenir à des camps donnés, à des camps donnés. Mais cette diaspora porte beaucoup d'attentes. Pourquoi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure du financement. Ce n'est pas du financement occulte. Chaque parti politique vit des financements, des contributions des militants, par exemple. On a vu par le passé des partis politiques lancer des quêtes pour soutenir soit le Covid, soit je ne sais pas trop quoi et quoi. Nous avons des partis politiques dans ce pays qui font parfois le tour de la diaspora pour présenter leur projet politique. Ce n'est pas interdit. Donc, pour dire que... Et vous allez chuter. Cette diaspora, lorsque nous parlons sur le plan économique, sur le plan financier, la diaspora camerounaise, par exemple, par rapport aux devises qui rentrent dans le pays, pas dans le financement occulte, est supérieure au financement de l'Europe en Afrique, par exemple. Vous comprenez donc vous parlez du financement là, et Blériot l'a encore relevé tout à l'heure. Vous savez très bien que la législation au Cameroun est de plus en plus rude en matière de financement. Je ne parle pas de financement occulte. Je parle de transfert d'argent. Je parle de transactions d'argent. Oui, mais nous parlons de la même chose. Oui, mais ça va est-ce qu'en l'état actuel des choses, cette diaspora, nous allons parler de manière simple, peut envoyer beaucoup d'argent pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. S'il n'est pas le candidat du RDPC, est-ce que cela pourra passer? Je pense que le candidat du RDPC, lui, n'a même pas besoin. Je pense que nous confondons un peu les choses. Est-ce que la diaspora peut soutenir le candidat? Il me semble que, je veux le désigner, Cabral Libi a eu beaucoup de soutien par la diaspora à l'élection présidentielle de 2018 et municipale et législative de 2020. Je vous ai dit des cotisations des militants. Si c'est dans le cadre du parti, il n'est pas interdit que les militants cotisent, donnent des contributions à leur parti politique pour que le parti fonctionne. Même le financement occulte obéit à d'autres mécanismes. C'est-à-dire que le parti va entreprendre des actions qui ne sont plus des actions propres. Très bien. Merci Ebil Messi d'avoir été suffisamment clair à ce sujet. On passe la parole à Juliana Konja. Juliana, oui. La diaspora peut-elle influencer cette élection qui arrive au Cameroun? Ou alors, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis sur pied pour que cette diaspora-là, de manière très élégante, soit exclue? Donc je dirais tout premièrement que la diaspora peut influencer si et seulement si l'État le permet. On a parlé de la double nationalité, on a parlé de beaucoup de points que j'ai retenus ici sur ce plateau et que l'État devrait permettre aux Camerounais qui vivent à l'extérieur, je vais dire que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Europe et partout ailleurs, de pouvoir également s'impliquer dans la vie politique du Cameroun. Ce qui n'est pas d'ailleurs facile aujourd'hui. Je rejoins Blériot sur le fait qu'il y ait beaucoup de division, il n'y a pas ce patriotisme-là parmi les Camerounais qui vivent à l'extérieur. Beaucoup sont divisés, les avis sont mitigés concernant les élections de 2025. Mais néanmoins, je pense que la diaspora, si elle se mobilise, si elle se rassemble comme un seul homme, elle peut venir à bout vraiment de l'influence concernant les élections de 2025 au Cameroun. Donc, je pense qu'ils ont la possibilité de le faire, mais maintenant, il faut que tout soit réuni pour que cela soit possible. Merci, Juliana. Lisons les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Bonjour parfait ici. C'est pas une question très importante. Bon, si ce n'est donc pas une question très importante, je peux passer. Juliana, on passe? Non, on ne passe pas. Lui-même dit que ce n'est pas une question très importante. Est-ce qu'elle est importante? C'est important. C'est important. Mais j'ai dit, Pierre Blériot à quel âge même? Parce que vraiment, depuis là, il parle des trucs qui se sont passés il y a plus de 30 ans, 35 ans, et je me pose vraiment des questions. Genre, il a déjà plus de 45 ans.
C'est une question. Ah ben, bonjour, parfait. Je réponds. Ben, si vous voulez répondre. Hein? L'âge biologique n'est pas important. Mais l'âge spirituel et mystique l'est. De ce point de vue. Donnez-nous votre âge spirituel et mystique. Ça tourne autour de 73 ans actuellement. C'est beaucoup de vécu en même temps. Incroyable. Puisque je suis à ma 7e réincarnation. Ah bon? Ouais. Je préfère lire les messages. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, la diaspora ne peut pas du tout influencer les élections en 2025 parce que cette diaspora-là est elle-même à l'image du Cameroun. Aujourd'hui, dans le plus grand charisme. Je pense que vous voulez dire la plus grande caractéristique est le tribalisme, chose qui empêche l'union et comme nous le savons tous, l'union fait la force. Mais malheureusement, nous Camerounais ne connaissons plus ce que cela signifie de nos jours. Autre message ce matin que dit le téléspectateur. Allons du côté du plus 39, c'est un téléspectateur de l'Italie. Bonjour Perfecto, on évalue les Camerounais de la diaspora à un peu plus de 6 millions. La plupart des pays africains en Europe ont des consulats dans des grandes villes où on peut s'inscrire sur les listes électorales et même y voter. Ceci pour faciliter la tâche aux concitoyens. Certains Camerounais doivent faire 500 km, voire plus, pour aller s'inscrire et les refaire le jour des élections. Cela demande vraiment de l'amour pour son pays. Pourtant, malgré les obstacles, si 2 ou 3 millions se mobilisent, on dépasse les 2,5 millions du RDPC. Et puisqu'on peut aussi verser on peut aussi peser pour empêcher les fraudes. Voilà pourquoi tout est permis. Voilà pourquoi tout est mis en œuvre pour freiner l'enthousiasme. Ce que Blériot dit n'est pas juste. Tout le monde est majoritairement. Les BAMS ont financé Cabral en 2018. C'est Ndobo de Ferrara qui envoie le message. Vous êtes décevant à un tel point. Donc ce que j'ai dit des Bassa ne vous a pas intéressé. Quand ils ont refusé. Ngano a des affarotés qui d'autres, faut me dire. D'abord, renvoie le message, tu dis. Bonjour, parfait. Ici, voici mon numéro de téléphone. Il le donne. Il me dit, un artiste de Yaoundé me doit 9 millions... Quoi? 9 milliards 800 millions de francs CFA. 9 milliards. Je dis bien 9 milliards. Je veux le numéro de Blériot Ngemek si il peut m'aider à récupérer cet argent. Merci et belle émission. Je pense que le monsieur, soit il a trop bu hier matin et il n'a pas encore retrouvé tous ses esprits. Comme il avait son numéro, on ne peut rien. 9 milliards 800 millions. Ils ont près de 10 milliards. L'artiste là, c'était Michael Jackson. Un artiste de Yaoundé. Un artiste de Yaoundé. S'il avait dit de Douala, j'allais penser à Rabat qui est milliardaire, mais est-ce qu'il y a jusqu'à 9 milliards? Bon, on redevient sérieux. Oui, non. Qui vous appelle? Appelle-moi en off. Bonjour. Bonjour. Bonjour le panel et au camion de modérateurs sacré parfait à ici. Au Cameroun, la diaspora est perçue comme un ennemi dans ces pays. Certains membres de cette diaspora travaillent dur et lorsqu'ils reviennent pour investir au pays, ils sont combattus, escroqués avec la bénédiction des magistrats et galèrent avec la justice pour être dans leurs droits. Le Cameroun va en vrille. C'est Jordan depuis la Thaïlande qui envoie ces messages. Alors, Djama fils, on fera un effort d'être précis et concis. Chaque aura exactement 27 secondes. Je commence par vous. Concernant donc cette élection présidentielle, en un mot comme en mille, que doit faire la diaspora pour être décisive? Parfois ici, notre diaspora doit pouvoir s'impliquer. S'impliquer dans l'activité du vote en votant et s'impliquer dans le financement. Les deux vont de pair. Quand nous savons qu'ils sont porteurs. Mais comme je l'ai dit dans mon propos l'entame, je suis conscient, je ne suis pas dupe, que le côté financement sera un peu lent parce que beaucoup ne pensent pas pouvoir s'investir maintenant. Très bien. Parce qu'ils estiment que ceux qui sont là pour le moment ne font pas l'affaire.
et qu'il compte le faire beaucoup plus après, parce qu'en tant que journaliste, nous sommes en contact avec beaucoup nous avons les avis des uns et des autres. Et quelqu'un a rappelé ici tout à l'heure que il y a deux des anciens candidats qui ont eu beaucoup d'argent par le passé. Il y a un qui a fait un fundraising à travers une association dont l'argent a dû prendre la direction de la Coupe du Monde 1994. Comment on l'appelle? Donc, nous le connaissons. Vous voyez qu'on fait dans les devinettes. Moi, je suis journaliste. C'est pas, non, monsieur Camton. Vous voyez, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas mort. Avec Ekoka. Quelqu'un a parlé de Cabral, là, c'était facile. On voit comment vous avez peur de dire monsieur Camton. Non, nous avons vu monsieur. Oh là là. Toutes mes excuses, hein, parce qu'on l'avait dit. Le défunt Ekoka, qui a fait les Sugar et qui avait revendiqué le point de chute de ses fonds. Et nous savons ce que ça a donné. Donc, pour dire simplement que il y a beaucoup à faire du côté de la diaspora, mais l'avenir nous dira certainement. Émile Messi, je vous l'avais dit tout à l'heure, et c'est un fait, et si nous nous en tenons aux résultats qui ont été donnés par le Conseil constitutionnel lors de la dernière élection de 2018, le candidat du RDPC a gagné au niveau de la diaspora, mais nous avons également la nette impression que de plus en plus, cette diaspora n'est plus totalement en phase avec les idéaux de ce parti. 2025 peut être déterminant. Au-delà de tout, nous invitons notre diaspora à plus de patriotisme. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on est parti de ce nous-mêmes, nous sommes d'abord suffisamment patriotes, nous qui sommes au Cameroun. La preuve, c'est que nous sommes là, nous sommes sur le plateau. C'est la preuve du patriotisme. Nous touchons l'amour du pays, nous faisons l'éducation patriotique, l'éducation civique. Parce que sur le fond, ça veut dire qu'il y a un déficit d'éducation civique. Chaque citoyen doit d'abord aimer son pays, sa patrie qui est sa mère. C'est un devoir citoyen. Le fait de attendez d'abord. Le fait de le crier sur le plateau de chaque citoyen doit d'abord aimer son pays. Ça suffit, on est patriote. C'est une éducation. Le patriotisme ne se vit pas à travers les actes. C'est pour cela donc que je dis que chaque citoyen qui est allé à l'étranger, c'est d'abord pour son pays qu'il est allé, au-delà de lui-même. Parce que dans l'État, la conception de l'État, c'est que le citoyen appartient à l'État. Le citoyen appartient au pays. C'est pour ça que cette responsabilité doit suivre tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Que les actions qui sont posées doivent d'abord être en faveur de leur pays. Pierre Blériot, en défaveur de leur pays. Pierre Blériot, Nyemek, en un mot comme en mille, pour cette diaspora qui nous regarde ce matin, quel est le message que vous leur adressez lorsque nous regardons l'élection présidentielle de 2025? Évitez-vous de la diaspora de tomber dans les pièges du communautarisme et du tribalisme primaire. Regardez objectivement quelqu'un qui pourrait modifier la trajectoire du Cameroun. Arrêtez de penser tribu, que ce soit les Bassa, les Bamileke, les Bud, les Ekang et autres. C'est des pièges qu'on vous a envoyés là-bas pour vous diviser et continuer de régner. Juliana, au moment où nous nous séparons, la diaspora meurt d'envie d'avoir votre dernière voix. Je dirais tout simplement à la diaspora de se mobiliser comme un seul homme. On le dit si bien, on ne va jamais cesser de le dire. L'union fait la force. Et je pense que si la diaspora se mobilise de partout pour s'impliquer dans la vie politique du Cameroun et surtout dans les élections présidentielles 2025, je pense que ça va porter un bon résultat. Et surtout, c'est pour le bien de notre nation, le Cameroun. Merci Juliana. C'était donc jeudi. Diaspora, c'est la seule chaîne de télévision au Cameroun jusque-là qui a eu un concept dédié exclusivement aux Camerounais vivant à l'étranger. Parce que nous avons la ferme conviction de penser que tous ces Camerounais-là peuvent également aider le pays justement à se développer. Que ce soit les Camerounais qui sont restés sur place au pays ou ceux qui sont partis, nous sommes tous Camerounais. Merci à Djamafis, merci à Émile Messi, merci à Pierre Blériot, merci à Juliana qui est venue de Douala pour participer uniquement à ce programme. La rediffusion de cette émission, c'est tous les soirs à partir de 22h30, une question avec tout